Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. L'archéologie le passionne et il sait très bien nous transmettre cette passion. Il en est à sa deuxième visite et c'est toujours avec un plaisir et un grand plaisir de le recevoir, mesdames et messieurs, d'Archéo 08, M. David Laroche. M. Laroche, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Laroche, merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est mon plaisir. Puis, vous en êtes à votre deuxième visite. La première visite était dans le créneau de l'émission Info 9. Oui. Et puis, on avait à peu près 25 questions. Je pense qu'on en a passé 3. Ou à peu près. C'est à peu près ça qui est arrivé. C'est à peu près. Alors, on s'était fait une promesse mutuelle. Oui, on va revenir en entrevue. Et puis, moi, je vais vous réinviter, mais on va changer de créneau. On va aller dans le créneau de On s'en parle, qui est de 28 minutes 30 secondes. Alors là, on devrait, en principe, en tout cas, faire un bon bout. En couvrir plus. En couvrir plus. Alors, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation-là, parce que c'est vraiment, c'est passionnant. Puis je le sais, parce qu'on se parle au téléphone assez souvent depuis un certain bout de temps. Puis, c'est une passion, puis je le vois dans vos yeux, elle s'éteindra jamais. Non, c'est mon métier, c'est ma passion, c'est une profession que j'aime beaucoup. C'est tout le temps un challenge de travailler en archéologie, là, peu importe c'est quoi, c'est une science. Donc, voilà. Tu as tout le temps des nouveaux défis à vouloir essayer d'expliquer des phénomènes, des occupations humaines, parce que, veux pas, l'archéologie, c'est ça, c'est essayer d'expliquer l'occupation humaine sur un grand territoire. Archéo 08, on travaille en Abitibi-Témiscamingue, puis il a fait un petit peu la frange sud de la Gamésie aussi. Okay. Puis on essaie de comprendre, dans le passé, comment les gens occupaient le territoire, leurs habitudes de vie, qu'est-ce qu'ils en faisaient de ce territoire-là, puis comment ils faisaient pour vivre et survivre sur le grand territoire là, Témiscamingue. Quand vous découvrez un objet, oui. Pour moi, ça me dira certainement pas grand-chose. Mais pour vous là, ça va vous dire un petit peu le rythme de vie qu'il y avait à ce moment-là, les us et coutumes. Tout dépendant, c'est quoi l'objet. Parce que dans un sens, ce qui est important en archéologie, comme je l'avais mentionné la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'est pas seulement l'objet, mais c'est le contexte dans lequel l'objet se trouve. OK. Ça arrive souvent que des gens, en se promenant sur les berges, sur les plages des lacs là, en Abitibi-Témiscamingue, vont trouver un objet quelconque, que ce soit là, un petit bout d'un fragment de pointe de flèche, ça pourrait être juste des petits éclats de pierre, ça pourrait être un petit bout de poterie. Pour moi, l'archéologue, ça va me donner l'information que oui, il y a du matériel, il y a d'autres artefacts dans ce secteur-là, mais pouvoir dire, exemple, que ça serait une période bien précise, à moins que cet objet-là soit bien caractéristique, je pourrais difficilement le dire. Par contre, ça me dit qu'il y a un site à proximité. Là. Cet objet-là, c'est pas ramassé là pour rien. Fait que là, on va pouvoir continuer à investiguer le secteur, puis pouvoir essayer de trouver si oui ou non il y a un site archéologique. Parce que là, vous êtes en train de me dire, là, vous trouvez un objet. Oui. Que ce soit une pointe de flèche, peu importe. Vous trouvez un objet. Là, vous venez de me dire que à 99,9%, fort probablement, il y a autre chose. Cet objet-là n'a pas été placé, peu importe. Cet objet-là n'est pas là. Si on parle, on va prendre comme exemple une pointe de flèche. Exact. Bon. Cette pointe de flèche-là, vous dites, tiens, j'ai une pointe, ça c'est une pointe de flèche. Elle n'est pas arrivée du ciel. Non, c'est ça. Ça, c'est sûr et certain. Donc, pour l'archéologue que vous êtes, tout de suite, une petite lumière s'allume, il y a sûrement autre chose. Oui, il y a sûrement autre chose. Par contre, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que, si on revient à notre exemple de la pointe de flèche, elle est rare, elle. C'est pas les objets qu'on va trouver le plus. Et j'aurais pensé le contraire. Non, c'est parce que sur un site archéologique, premièrement, l'archéologue, lui, a plus de chances de trouver des objets brisés, des objets cassés, des objets qui sont laissés en arrière. Pourquoi? Parce que si un objet est encore utile, on va l'utiliser jusqu'à temps qu'il soit plus bon. Exemple, votre stylo. Tant et aussi longtemps qu'il écrit votre stylo, on va l'utiliser. Quand il va être fini, poubelle. Quand on va avoir cassé le verre, poubelle. L'assiette est brisée, poubelle. On a fini de manger, ce qui reste dans notre assiette, poubelle.
Vous voyez ce que je veux Ah ouais, m'en là, aller? je vous suis très Moi, bien. ce que Oui, j'essaie oui. de trouver Oui, dans un oui. sens, c'est des vieilles poubelles, c'est les restants, c'est les déchets, c'est ce qui a été laissé en arrière. Oui, c'est vrai, votre crayon, on pourrait le perdre. Il y a des chances que je retrouve à ce moment-là l'objet qui est complet. C'est pour ça qu'il y a une distinction un peu entre les deux. Moi, ce que je vais retrouver surtout, c'est les déchets. Si on a un outil en pierre, ça va être les déchets de fabrication de cet outil-là. Des petits éclats de pierre qui ont de l'air bien, bien banal à n'importe qui les trouverait, mais pour un œil averti, fait non, ça c'est un objet, c'est un artefact, c'est le résultat de quelqu'un qui a tapé sur la pierre pour produire quelque chose. Un éclat de pierre. Okay. Donc, les minuscules indices comme ça vont pouvoir me donner un indice. Souvent, ce qui va arriver, c'est que les gens, le public en général, se promènent sur la plage et vont trouver les objets exceptionnels. La pointe, le grattoir, un fragment qui dit plus quelque chose. L'archéologue qui va se promener sur la même plage, lui, va voir ces objets-là, oui, mais il va voir tous les petits éclats de pierre. Puis juste des fois, avec un petit éclat de pierre sur le bord d'une plage, ah tiens, il y en a 1, 2, 3, 10, bien là, on va peut-être aller regarder un petit peu plus loin, dans exemple, sur la montée, sur le plateau en arrière. On va faire notre travail d'archéologue, puis là, on va pouvoir découvrir que, ah, tiens, il y a un site. Si ça se retrouve sur la plage, souvent, c'est conséquence de l'érosion, du talus qui s'est érodé, tout simplement par l'eau, ou encore, c'est un objet qui a tombé quand on a embarqué dans le canot, qu'on a laissé en arrière. C'est ce type d'objet-là. Sur un site archéologique, par contre, c'est une autre histoire. Là, je vous parle de découvertes fortuites, là, on se promènerait. Là. C'est donc dire que, je reviens à mon exemple de pointe de flèche, on trouve la pointe, mais on ne trouvera pas la flèche et la pointe. On ne trouvera pas le fût de la... puis c'est une autre chose là-dedans, c'est que c'est pas toutes les matières qui se conservent bien. Ben aussi, exactement. Si on parle de, exemple, notre pointe, le fût de la flèche, les plumes pour l'encoche, la colle qui a été fabriquée pour engommer cette pointe-là sur le fût, c'est toutes des matières qui se détériorent assez rapidement. Puis toute la décomposition, puis on s'entend que si c'est sur le bord de l'eau, c'est accéléré. On est en Abitibi-Témiscamingue, les sols sont acides, ça l'accélère. Juste le temps lui-même va faire qu'il y a des matières qui vont disparaître. Quand on parle des périodes anciennes dans la préhistoire, donc avant que les Européens arrivent, plus on recule dans le temps, plus les artefacts qu'on va trouver, donc ces objets-là que les humains ont utilisés, vont être seulement de la pierre. C'est certain qu'il y avait du bois, qu'il y avait de l'os, qu'il y avait des panaches qui avaient été utilisés. Oui. Mais les chances que nous, on les retrouve sont très, très minimes. Plus on avance dans le temps, ces matières-là vont pouvoir apparaître. Puis aussi, il va y avoir d'autres matières qui vont apparaître dans les collections. Parce qu'exemple, un peu plus tard dans la préhistoire, là, il va y avoir l'arrivée de la poterie dans les chez les gens. Dans les collections archéologiques, on va pouvoir les retrouver. Puis la poterie, ça se conserve relativement bien. Oui, OK. Ça peut être brisé, c'est quand même assez fragile. C'est de l'argile cuite, donc c'est fragile par c'est ça. Ça a été cuit. La glaise, comme on dit. Là, mais cette argile-là, cette terre cuite-là, la poterie, elle, les fragments qui vont me rester, j'ai pas besoin d'en trouver beaucoup pour pouvoir dire qu'il y a eu un vase de telle grandeur et de tel type et de telle époque qui a été utilisé sur ce site-là. C'est les années d'études, la pratique et tout ça qui fait qu'on est capable de reconnaître tout ça. C'est donc dire que lorsque l'on trouve un objet, peu importe l'objet, en général, lorsque l'on trouve un objet, ce ne sera pas un objet, parce que pour vous, ça va être plusieurs objets, parce qu'il ne sera pas le seul. Il peut arriver d'être seul, mais des fois, il y en a d'autres. Tout dépendant, puis est-ce qu'il y en a d'autres maintenant quand je vais regarder, ou le printemps prochain, si je repasse au même endroit, peut-être que l'érosion va juste avoir fait que le sable va tasser. Il y a un paquet de facteurs. On peut retourner, il y a des sites, là, à tous les printemps, il y a des endroits que je vais me promener quand la fonte des neiges est arrivée, juste parce que je sais que je vais pouvoir récupérer un certain nombre d'objets qui ont été laissés là, qui se sont délavés, qui sont remontés à la surface, juste par les actions de l'eau. Avant de passer aux objets que vous avez emportés, parce qu'on les a montrés l'autre jour dans l'émission Info 9, mais le temps nous a pressés. Puis là, on va aller un petit peu plus en profondeur. Oui. Mais avant, j'aimerais vous poser cette question ici. Comment on fait, M. Laroche, pour, premièrement, identifier un objet, puis deuxièmement, la provenance de cet objet-là? L'identification, ça va être fait, par connaissance dans un sens. On est habitué de voir... c'est l'expérience. L'expérience, exactement. Si on parle... Tantôt, je parlais d'éclats de pierre.
je vous donne ces éclats-là entre les mains, vous allez faire, c'est de la gravelle, comme j'en ai ma cour complète. Oui, sûrement. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je vais vous dire, non, regardez, ce type de roche-là, déjà, c'est pas une roche qui est particulièrement, qui est différente des autres, mais pour moi, oui. Moi, je suis capable de reconnaître un des types de pierres qui sont bons pour faire des outils, déjà là. 2, quand quelqu'un prend une pierre et casse une autre pierre, ça laisse des traces caractéristiques sur cette roche-là. Okay. Comment je fais pour savoir que c'est quelque chose? Un, c'est tous ces petits indices-là de reconnaissance. La provenance, ben, ça va dépendre de, exemple, si j'ai un objet en pierre, la matière première. La terre n'a pas formé les mêmes pierres partout. Souvent, moi, je donne beaucoup de présentations scolaires, puis quand je demande aux étudiants, aux élèves, un objet en pierre, c'est fait en quelle matière? Systématiquement, on me dit silex. Puis moi, je leur dis tout le temps, impossible. Puis là, les yeux viennent bien, bien grands. Pourquoi? Parce que ça ne se peut pas du silex. En Asie, en Afrique, en Europe, la terre a formé cette pierre-là. Les hommes des cavernes, les hommes préhistoriques en Europe, oui, quand on pense ça, c'est des objets en silex. C'était une super bonne matière pour faire des outils. La terre n'a pas formé cette pierre-là en Amérique du Nord. Donc, moi, les pierres que je vais retrouver, ça va être dans un certain nombre d'autres matières là, que je vous laisse grâce, mais je reconnais ces pierres-là. En regardant, par contre, la provenance de ces différents types de pierres-là, on est capable de dire, bon, OK, c'était un outil qui vient de tel endroit. Le lac Mistassini-Albanel, il y a la colline blanche qui se trouve là, et il y a une pierre de très grande qualité qui vient de là. On la retrouve partout au Québec. On a des sources qui viennent d'aussi loin que la pointe nord, les baies de Rama, dans le nord du Québec. On retrouve ces pierres-là ici. En Abitibi-Témiscamingue, on a des très bonnes sources. Exemple, le secteur du lac Simon, ils ont une pierre qui est caractéristique là. Entre autres, un des travaux qu'Archeo 08 fait présentement, c'est d'essayer de voir avec cette pierre-là dans ce secteur-là, qu'est-ce qu'on est capable de voir les distributions de la pierre. Okay. Puis après coup, vous me demandiez aussi, bien, il y a la forme. La forme de l'objet, la forme de la pointe, et par exemple, la stylistique, le modèle, tout simplement, va me donner une idée quand que ça a été fait. Les modes changent. Si on faisait notre entrevue des années 70, le décor ne ressemblerait pas à ça, puis on ne serait pas habillé pareil. C'est vrai. Même chose pour les pointes. Même chose pour les pointes. Oui. Même chose pour la poterie. La poterie, c'est un bon marqueur stylistique parce que les dessins, la texture, les motifs, les formes des vases vont changer avec le temps. Donc, tout ça mis ensemble, en plus que des fois, on pourrait faire des analyses chimiques, physiques, bon, paquet d'autres analyses plus scientifiques, plus intrusives aussi. Mais là, ceux-là, mais juste avec certains autres indices assez rapides, on est capable d'avoir une idée. Quand je vous disais que c'est un passionné, est-ce que je me trompais? Je pense pas. Monsieur Laroche, vous avez ouvert une porte, puis je vais entrer parce que c'est, pour moi, en tout cas, c'est important. Vous avez parlé du lac Simon. Oui. OK, bon. On sait qu'au lac Simon, il y a une réserve. C'est une réserve indienne. Bon. Si je vous demandais, est-ce que ce serait plus normal de trouver des vestiges indiens si vous faites des fouilles autour du lac Simon que si vous venez d'en faire autour du lac Macamique, disons? La différence, c'est qu'il faut prendre en considération que le lac Simon, la réserve actuelle qui est là, les Amérindiens qui y vivent actuellement, les Algonquiens qui sont là, il n'est pas là leur campement naturel. Eux, ils viennent du Grand Lac Victoria. Okay. Si on prend le groupe qui sont à Picogan, qui sont installés là dans la réserve depuis des dizaines d'années, eux, leur territoire, c'est le lac Abitibi. Ah là, je vous suis, là. Donc, actuellement, leur lieu de résidence et leur lieu de résidence, leur grand territoire traditionnel, ne sont pas nécessairement aux mêmes endroits. Okay. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de regarder justement ces endroits-là. Puis, si on fait juste parler, exemple, lac Abitibi, Rivière du Parquet, lac du Parquet, c'est un grand centre, c'est un point névralgique dans toute l'occupation du territoire abitibien. Il y a 516 sites en Abitibi-Témiscamingue. J'ai 192 sites sur ces 516-là qui sont
Lac Abitibi, Rivière-du-Parquet, Lac-du-Parquet. Donc, on comprend qu'il y a eu du monde qui se sont installés là puis qui sont revenus année après année. C'est la récurrence qui va faire aussi que je vais pouvoir trouver, là. Donc, puis dans des longues périodes de temps. Mais aussi, exactement. C'est ça. Comment on fait pour trouver l'âge d'un objet? Si, parce que moi j'en reviens tout le temps Oui. à ma fameuse pointe, là, Oui. il y a peut-être rien que ça là, que je connais, mais si j'en viens à ça, cette pointe-là, vous trouvez une pointe, mais là, vous trouvez une pointe, mais elle a-tu 150 ans ou ça en a 300 ou elle en a 500? Tantôt, je vous parlais du modèle, la stylistique de la Oui, pointe. exactement. Super bon indice. Ça, c'est Pour- le premier indice. Est-ce que tu Ouais, peux ça de même, disons. à peu près, OK. Pour la pointe elle-même, tout dépendant où elle a été trouvée. Parce que, comme je disais plus tôt, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas juste l'objet, mais le contexte dans lequel elle a été trouvée. Si je fouille, je vais fouiller en couches dans le sol pour avoir une idée d'ensemble de qu'est-ce qui se passe dans les mêmes niveaux. Donc, le sol est formé de différentes couches dans la terre. Moi, je suis les couches de sol. Puis là, si, exemple, à la même profondeur que la pointe en question, ben, j'ai un autre objet, puis j'ai un autre objet, puis j'ai un bout de tesson, de poterie. Puis là, je suis capable de dire, avec tous ces petits objets-là qui sont laissés sur la même couche de sol, ben là, je suis capable de raffiner ma fenêtre dans le temps. Si j'ai par la chance de trouver un foyer, un endroit où il y a eu un feu, ça me permet d'avoir du charbon. Je peux faire des analyses de carbone 14. Donc là, c'est complètement une autre histoire. On est capable d'avoir des dates très précises. Pour la pierre, ça. Pour les perles, ça serait d'autres méthodes de datation qu'on utiliserait. Pour la poterie, la même chose. Mais la stylistique, les modèles et le contexte dans lequel on retrouve, c'est ça qui est important. Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est assez précis? On a des grandes fenêtres. On se donne souvent des grandes fenêtres, là, des périodes de, des fois, quelques centaines d'années. On peut aller, mettons, Mais ça peut être dans le 15e siècle ou dans le 16e siècle, mais de là à dire que c'est dans le 16e siècle, mais en 1563, non, là, c'est allé... Ça dépend ce que j'ai trouvé. Ah, Si OK. j'ai eu la chance d'avoir du charbon de bois, là, je vais être précis. Ah, Des OK, fois, oui. avec les nouvelles périodes de datation, là, on est capable de donner des fenêtres, là. Des fois, c'est une cinquantaine d'années, là. Oh mon Dieu! Mais par contre, plus on recule dans le temps, plus cette fenêtre-là, la marge d'erreur va être plus grande. Si on a puis là, ben, il y a un paquet de calculs qui nous permet d'avoir là, ces datations-là. Mais oui, tout dépendant de la matière qu'on va avoir pour travailler, pour avoir les dates, ben des fois, la fenêtre peut être très, très précise. Puis là, ben, OK. je prends une date, puis j'en prends une autre, puis j'en prends une autre. Différents échantillons va faire que ma fenêtre va se Là, rétrécir. on va arriver On ne pourra peut-être pas à- dire que c'est un mercredi 28 janvier, Non, mais je je pense vais être pas. capable de me donner une marge qui va être beaucoup plus rétrécie, là, oui. OK. On va y aller. Oui. C'est lui ici le plus vieux, hein, que vous Exactement, dites? oui. On va demander au caméraman parce que là, l'autre jour, on les avait regardés quand Oui. même assez vitement, mais là, j'aimerais que vous les expliquiez encore plus. Là, on va prendre un gros plan. Voilà. OK. Parfait. Alors, si on prend ici. Premièrement, tous ces artefacts-là Oui, OK. viennent... Je vous laisse aller, là, OK? OK. viennent d'une période qu'on appelle l'archaïque. L'archaïque, c'est une grande période dans la préhistoire qui va être environ là, entre 8000 ans et 3000 ans avant aujourd'hui. Donc, on a une OK. très, très longue période dans le temps. Comme on peut voir, c'est juste des artefacts qui sont en pierre parce que s'il y avait d'autres matières, c'est probablement décomposé, ça fait un bout de temps, on ne les retrouvera pas. Là-dedans, ce qu'on va avoir, dans ce présentoir-là, on a, entre autres, des plus grandes pointes, probablement des pointes de Là, flèche. on parle ici, là. OK. C'est ça, les plus Ça grandes ici, pointes de OK, lance, ça en est. les plus petites pointes ici. Quand on regarde On des a ça différentes ici. pointes, OK. vous voyez, les matières sont pas pareilles, les formes sont pas pareilles, donc c'est ça qui nous donne, comme je disais plus tôt, une fenêtre Ça dans vous cette donne un son de période-là. cloche, vous, là. Exactement, OK. oui. Dans les plus vieux sites qu'on va retrouver en Abitibi-Témiscamingue, il y a le site Ramsey qui se trouve à être à Tachereau, sur le bord du lac Robertson. C'est un des plus vieux sites, c'est un site archaïque qui date entre 7000 et 8000 ans.
à cet endroit-là, on a trouvé, il y a un fragment de pointe qui est sorti, mais c'est surtout d'autres matières là, moins parlantes pour le commun des mortels et pour les artefacts. OK. Une pointe comme celle-là, par contre, c'est le type de pointe qu'on aurait pu on parle retrouver. ici? Exact. La OK. longue pointe OK. ici, Oui, OK. Ici, c'est OK. ce type d'artefact-là. Ça, c'est une des plus vieilles pointes qu'on a retrouvées en Abitibi-Témiscamingue, entre 7000 et 8000 ans avant aujourd'hui. OK. Ça, c'est... En général, ça date à peu près de quel siècle? Bon, on parle de 8000 ans avant aujourd'hui. OK. Donc, on recule quand même très, très loin là, dans le temps. Là. Oui. Donc, la période déjà entre 8000 et 3000 ans avant aujourd'hui, on est quand même très loin là, dans le passé. Puis, les modèles, les stylistiques, les contextes dans lesquels ont été retrouvés nous a aidé. La grande ici que l'on voit là où je pointe, là, Oui. celle-là ici, là. Une gouge. Probablement l'équivalent d'un ciseau à bois. Il y a une partie qui est plus convexe ici. OK. Puis, c'est aminci sur la partie qui est plus longue, probablement pour fendre le bois. fendre le bois, OK. Peut-être, donc, tu es en train d'avoir d'autres idées, là. C'est peut-être aussi utilisé pour travailler les peaux des animaux, pour exemple, séparer la peau de l'animal. Mais en tout cas, il n'y a pas de traces encore qui a été d'analyse sur les traces qui ont été faites sur ces outils-là. Et le petit outil Oui, qui est c'est ça, ici, ici, là, OK. c'est une petite Celui-là tête de ici. hache en pierre. Une OK. petite herminette. Les haches en pierre travaillent pas de la même manière que les haches en fer, on s'entend. La hache en fer, on est capable d'aller contre la fibre puis couper la fibre pour que l'arbre tombe. Oui. Ces haches-là, c'est plus d'y aller dans le même sens Dans de le la même fibre, sens que la fibre. affaiblir la base de l'arbre pour après coup soit le casser ou le faire brûler pour qu'il tombe. Là. Ça ne sera pas les mêmes méthodes. Là. En général, Oui. ça a été pris à quel endroit? Les présentoirs que je vous montre aujourd'hui, c'est un medley. Là. C'est vraiment, OK. j'ai pris des beaux artefacts représentant l'ensemble des périodes, de la période archaïque, mais qui viennent un peu partout en Abitibi-Témiscamingue. OK. Les deux Ça vient chez nous, présentoirs, ça. c'est juste des artefacts de l'Abitibi-Témiscamingue OK. là, qu'il y a dedans. Donc, qui ont été récoltés un peu partout. Là. OK. Fait qu'on va en prendre un autre. Lui, ça, Oui. c'était le plus vieux. Exactement, C'est ça? oui. OK, bon. Là, on va aller avec celui-là ici. On parlait de 8000 ans environ Entre 8000 puis 3000 ans. et 3000 ans. Celui-là commence 3000 ans avant aujourd'hui, OK. jusqu'à environ 350 ans. OK. On appelle cette période-là le sylvicole. Le sylvicole s'arrête, dans un sens, quand les Européens vont arriver en Amérique. Donc, avec l'arrivée de la colonisation là, européenne, puis l'arrivée des Blancs, ben, la période se termine parce qu'on va passer de la préhistoire à l'histoire. Entre autres, parce qu'on a fait cette distinction-là, il va y avoir l'arrivée de l'écriture, et puis ce qui va faire que le mode de vie va changer, drastiquement, là, exactement. Dans le présentoir, comme on voit, oui. il y a plus que des objets en pierre. Bon, ça ici, là, ça, c'est encore, je présume, des pointes de flèche. Exactement, oui, puis avec des pointes de lance là, qui sont un petit peu plus grandes à ce moment-là. OK. On avait des plus gros grattoirs dans l'autre parle premier de lui présentoir. ici? OK, Non, les non. deux petits qui sont Ah, ici, OK. ça, c'est deux petits grattoirs en Celui-là pierre. ici. C'est ça. OK, Ici, on a une ici, petite OK. lame de cuivre. Ah oui, C'est un petit OK. couteau en cuivre natif. Là. Il n'y a pas de cuivre natif qui se trouve ici en Abitibi-Témiscamingue, mais ça vient surtout de la région des Grands Lacs. Fait que c'est des petits nodules souvent qui sont retrouvés ou des petits filaments dans la pierre qui sont récupérés, accumulés. OK. Et là, on va pouvoir fabriquer des outils comme ceux-là qui sont très, très, très rares. Très, OK. très rares. Puis ici, là, on prend le grand et ça ici, là. Probablement, nous on l'appelle le pectoral, c'est peut-être une attache pour une cape ou encore tout simplement un collier. La nature exacte, on ne pourrait pas le savoir, j'ai pas d'autres éléments que ça, sauf qu'une ardoise comme celle-là, avec des trous, il n'y a pas plusieurs utilisations, mais c'est une hypothèse là, présentement là, qu'on a. Là. Parce que là, je veux pas. Oui? Je sais pas si vous allez me trouver drôle ou pas, mais ce que moi, l'avoir trouvé ça, là, hey, j'aurais dit ça, là, c'est une belle roche, pas, tu sais, qu'on envoie sur l'eau, là, puis qui... Ouais, mais... Mais j'aurais pas été... Vous auriez pas été d'accord avec moi, là. Pas si j'avais été avec vous. Non, je pense... Pas cette fois-là, non. mais c'est pour dire qu'on ne connaît pas ça. Comme on parlait plus tôt, si on a des pointes ou encore des fragments de pointes, là, on a des idées. Un petit bout de biface comme celui-là. Donc ça, c'est OK. une pierre qui a été taillée des deux côtés, qui se trouve être l'équivalent, disons, d'une lame.
OK. Celle-là a été cassée en plusieurs morceaux, on a été capable de les recoller, mais ça se retrouve quand même assez régulièrement. Puis, en haut du présentoir, ben, on retrouve la poterie. Ici. Exactement. OK. Là, vous avez 4 tessons, donc 4 fragments. Vous voyez, les motifs sont différents, les textures, les couleurs sont différents. Donc, nous, en tant qu'archéologues, on est capable d'avoir une idée de fabrication. Est-ce que c'est fabriqué localement, avec des argiles locales? 1. 2. Les stylistiques dans les dessins, dans les motifs, vont nous donner une idée de la période dans laquelle ça a été fait. Puis là, on est capable de rattacher différents groupes, parce qu'il y a beaucoup de poteries, il ne faut pas oublier, qui, plus tard, plus on se rapproche, là, exemple, de l'arrivée des Blancs, il va y avoir beaucoup de poteries en Abitibi-Témiscamingue qui provient de la région du Saint-Laurent. OK. Il va y avoir beaucoup d'échanges entre les groupes. Et puis, on va arrêter de faire une poterie locale, ou en tout cas, ça va très, très diminuer dans le temps. Puis, il va y avoir l'arrivée massive de poteries huronnes ou encore là, iroquoiennes du Saint-Laurent. Il nous en reste 2, là. Oui. Ce sont les 2 ici, là. Bon, Ça, c'est celui-là, 2 petits perçoirs. C'est une bonne illustration sur le même outil fait en différentes matières. On a un perçoir qui est fait en pierre et l'autre qui est plus long, qui est à côté, qui est fait avec un bout de panache. Donc déjà là, le panache, une matière qui se conserve pas super bien, mais qui a survécu parce que c'est moins vieux que le premier présentoir. Puis, il y a aussi en os, on a notre os long en bas, qui se trouve à être un chichaquegam, qu'ils appellent en algonquin. C'est un épilateur pour enlever le poil extérieur de la peau, pour pouvoir garder juste la peau de l'animal et le transformer en cuir après coup. Est-ce que ceux-là aussi ont été découverts en Abitibi-Témiscamingue? Oui, oui, oui. Plusieurs sites dans l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue, oui. OK. C'est vraiment passionnant. Moi, si je vous demandais, qui décide du site à fouiller? Ça va être, présentement, là, c'est moi, là, c'est avec l'équipe d'Archéo 08. Dans un sens, on va choisir un endroit, parce que tout dépendant où on en est où aussi dans l'étape de recherche, mais pour la fouille d'un site, on va regarder, le secteur qu'on voudrait plus approfondir dans la région. Et puis, après coup, on va décider, oui, on va fouiller là, on entreprend une campagne de fouille. Mais avant ça, il y a eu ce qu'on appelle faire un inventaire. Donc, on fait des sondages, des trous ponctuels dans un espace pour essayer de voir, y a-t-il quelque chose ou pas. Fait que les étapes de recherche sont quand même compliquées. C'est à peine 1 minute et demie déjà. La profondeur normale d'une fouille, ça peut être quoi? Il n'y en a pas de profondeur normale. Autant qu'on peut avoir un site... Ça peut être sur le dessus comme à 10 pieds? Ou un site comme au Parc des Guebelles, on travaillait entre 1,85 m et 2 mètres de profondeur parce que le site est très profond à cause de l'accumulation des sédiments par la rivière Kinojavis. Un site comme on a fouillé à la Belle-sur-Quévillon, qui se trouve à l'intérieur de 5 cm, parce qu'après tout, c'est capé sur l'argile. Ah, OK. Par contre, grosso modo, une trentaine de centimètres dans le sol, c'est pas mal autour de ça. On parle d'environ 1 pied, là, environ. Là. Mais sinon, ça va vraiment changeant. Très vitement, pointe aux Indiens, est-ce qu'on peut y fouiller librement? Non. OK. On ne peut pas fouiller librement nulle part. Même en tant qu'archéologue, pour pouvoir faire une fouille, je fais des demandes de permis. Vous devez demander. Exactement. Parce que ça peut être sur des terres privées, comme ça peut être privé, gouvernemental. Ça peut être public. Il y a un paquet de facteurs aussi. Puis, faut qu'on préserve la ressource archéologique aussi. On ne peut pas juste faire d'Indiana Jones puis faire du pillage. Ça ne se fait pas là. Monsieur Laroche, merci infiniment. C'était encore très intéressant. Plaisir. On voit votre passion là, dans vos paroles. On boit vos paroles. C'est vraiment extraordinaire. On voit vos yeux aussi. Quand on parle d'archéologie, là, on voit M. Laroche, là, c'est une autre personne, complètement. Alors, M. Laroche, merci de votre présence à cette émission. Puis c'est tellement passionnant. Si vous avez autre chose, ça nous fera toujours plaisir de vous recevoir. On va revenir. Je vous remercie. Bonne journée. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.